Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ces incroyables sessions de Security Live en partenariat avec la Cyber Task Force. Aujourd'hui, un sujet passionnant et terriblement d'actualité, les GAFAM et la sécurité. GAFAM, acronyme de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Ces monstres qui ont révolutionné nos vies, nos jours, nos nuits, parfois pour le meilleur, mais aussi pour le pire, vont-ils croquer la pomme de la sécurité? Les GAFAM sont-ils les seuls à pouvoir sécuriser une organisation, voire un État? On va se pencher sur cette délicate question durant cette matinée avec d'ici quelques instants une émission sur le thème les GAFAM, alliés ou adversaires, avec Franck de Cloquement, enseignant à l'IRIS, à l'IHEDN, chercheur associé de l'EGA, membre du conseil scientifique. À 11h05, vous avez rendez-vous avec un keynote sur la big data et l'IA raisonnée, une éthique à construire. Ça sera avec le colonel Patrick Perrault, coordinateur de l'IA de la Gendarmerie nationale. À 11h20, on parlera GAFAM et enjeux de sécurité. On débutera avec un micro-trottoir de luxe. Nous avons été prendre le pouls d'acteurs de la sécurité pour savoir si les GAFAM, en termes d'enjeux de sécurité, sont des apports et ou des dangers. Puis nous débattrons là-dessus avec le sénateur Rémi Cardon, la députée Christine Aignon, Jean-Luc Habermarcher, officier central de sécurité pour un grand groupe industriel dans l'énergie, et Mourad Selimi, responsable de la sécurité des systèmes d'information au Palais de Justice de Paris. On clôturera cette première matinée à 12h30 sur le thème « Les enjeux de souveraineté technologique aujourd'hui et demain » avec Ingrid Solner, Chief Marketing Officer chez Tetris, l'entreprise tricolore qui pourrait aider la France à retrouver ses couleurs et sa souveraineté numérique bleu, blanc, rouge. Je vous rappelle que les 3 autres matinées dédiées aux GAFAM, toujours en partenariat avec la Cyber Task Force, auront lieu les vendredis 22 octobre, 12 novembre et 3 décembre. Voilà, il est l'heure de commencer ces Security Live avec l'invité, le premier invité de cette matinée, Franck de Cloquement. Bonjour. Bonjour. Je le disais tout à l'heure, vous êtes enseignant à l'Institut de Relations internationales et stratégiques et à l'Institut des hautes études de défense nationale, également chercheur associé de l'Institut d'études de géopolitique appliquée et membre du conseil scientifique, ainsi que membre d'honneur du Centre d'études et de prospective stratégique. J'ai Voilà. tout bon? Oui, très bien. Parfait. On va se poser la question de savoir si les GAFAM sont des alliés ou des adversaires jusqu'à 11h. Déjà, je serais très intéressé à ce que vous nous fassiez remonter dans le temps pour savoir comment sont nés les GAFAM et comment sont-ils devenus aussi incontournables avec un court rappel historique. Alors, ce sont des entreprises qui sont nées finalement au début des années, on va dire, du siècle actuel, qui étaient des entreprises extrêmement technologiques, basées sur des technologies qui n'ont cessé de croître et de se perfectionner, jusqu'à atteindre effectivement une capacité financière énorme, avec un marché, un business s'étendant sur le réseau, sur la taille, et leur permettant effectivement de dégager d'énormes profits. Ça s'est fait petit à petit, mais actuellement les cotations sont absolument mirifiques et monstrueuses. On peut considérer, selon certains chiffres, qu'effectivement leur valorisation dépasse les 4 000 milliards de dollars, ce qui est assez impressionnant. On peut dire aussi que les 5 patrons des GAFAM totalisent à eux tous 430 milliards comment dirais-je, de bénéfices, enfin de fonds les concernant, ce qui est gigantesque. Ouais. Voilà, donc on comprend effectivement cette puissance, cette force d'action, et on comprend effectivement que la technologie leur permet bien évidemment d'alimenter, de réinvestir, on pense à Amazon, énormément d'argent dans leur propre modalité de fonctionnement. Ils ont mis un peu de temps pour être rentables et dégager des profits, mais ces profits... Ils ont mis combien de temps à peu près? Ils ont mis pour certains 5 à 10 ans, D'accord, ce qui est rapide, ça reste correct. Mais pour atteindre ces tailles faramineuses, il a aussi fallu attendre cette révolution du mobile qui nous permet actuellement d'avoir chacun en temps réel quasiment des informations pour alimenter, générer de la data et leur permettre de faire du prédictif à destination de clients, de brokers de data et d'informations. Et quelque part, dans les GAFAM, c'est le premier A d'Apple qui a un peu révolutionné le système économique de chacun. Exactement. D'une certaine façon, ça a été l'un des éléments, des éléments clés pour pouvoir ensuite déployer toute cette captation de données pour en faire ensuite commerce, évidemment. Alors, comment se sont-ils intégrés sur le marché en général et plus particulièrement sur celui de la sécurité ? Alors celui de la sécurité, ça surprendra peut-être des gens qui ne le savent pas, mais grosso modo, lors des financements initiaux, ils ont bénéficié d'énormément de contrats avec le Pentagone. On appelle ça une sorte de militarisation des GAFAM. Je prends souvent l'exemple de ce qui m'a été rapporté par une personnalité d'origine américaine,
me disait, effectivement, on raconte toujours cette mythologie de chacun bricolant dans son garage. Exactement. Ouais. Et ensuite, ayant réussi par différents efforts à monter en puissance. Il faut aussi dire que ce garage était peut-être sur le pont d'un porte-avions. Ça, c'était là. Voilà. Donc, ils ont bénéficié d'énormément de contrats, et en particulier de contrats de défense, qui leur a permis, bien évidemment, on pense à Amazon, qui n'est pas simplement pourvoyeur de livres et d'objets, mais qui est aussi un très grand acteur du cloud, donc de fabriquer ces data centers, de fabriquer ces gigantesques machineries qui permettent de stocker et de pouvoir compulser et travailler sur la donnée. C'est ce qui les a amenés à cela. Cette confiance de la défense nationale américaine est arrivée assez rapidement ? Elle est arrivée, j'ai envie de vous dire qu'elle était presque initialement présente, puisque D'accord. chacun l'ayant compris, l'Internet, qui était en fait au départ ARPANET, c'est un projet militaire. Donc c'est un projet militaire qui a finalement fuité, si j'ose dire, dans le domaine civil à travers les universités. C'est toujours resté quelque chose qui a été un plan d'action, enfin une vision que les militaires pouvaient avoir sur le dispositif. Ça a toujours été depuis le départ présent, dès le départ. Ensuite, effectivement, les grands acteurs ont permis d'aider à cela pour multiplier les capacités de prédiction, les capacités de gestion, par exemple dans tout ce qui est logistique, on le voit avec certaines sociétés. Et donc à l'issue de cela, les GAFAM ont pu dégager certains profits, ont pu monter en puissance et puis réinvestir, en tout cas dans le domaine militaire aux États-Unis. C'est un super modèle pour pouvoir progresser économiquement parlant. C'est pas un modèle qui a été adapté en France avec des entreprises de la technologie. Alors, aux États-Unis, ces liens entre les partenariats publics-privés sont très prégnants, ils sont pléthoriques. Mais en France, c'est beaucoup moins le cas. Et on voit qu'effectivement, entre l'État, les administrations et les entreprises privées, il y a parfois une forme de gêne ou une forme de suspicion réciproque, ce qui n'amène pas forcément à des collaborations, on va dire, fructifiante. Ça n'a pas été le cas aux États-Unis, où là-dessus, il y a des modalités d'action et de financement extrêmement forts. Donc ça les a aidés véritablement à monter en puissance et à ensuite réinvestir certains de leurs gigantesques profits, et j'imagine avec des accords passés, puisqu'il y a beaucoup d'accords secrets et confidentiels là-dessus, en vertu de la législation sur la sécurité nationale qui protège toutes ces affaires-là, leur a permis aussi de réinvestir. Et un spécialiste aux États-Unis de l'intelligence artificielle dit on ne va pas recréer la roue, autant redonner aux meilleurs d'entre nous la capacité à pouvoir nous aider, plutôt que de recréer de son côté au Pentagone des organismes qui seraient dédiés à l'intelligence artificielle. Donc on fait travailler le privé, et le privé restitue finalement une partie de ses recherches dans ce domaine au niveau de la défense pour le compte de la défense. À quel moment ils ont réalisé que d'engranger un maximum de data et de savoir les exploiter, ça a été le nouvel or noir ? Ils l'ont réalisé très très vite, puisque d'une certaine façon, derrière, vous avez énormément de demandes en matière de publicité, en matière de commerce, en matière de signification, l'objectif n'étant pas le stockage véritablement de la donnée, l'objectif étant la maîtrise de la donnée, cette gouvernance de la donnée. À partir du moment où ils ont compris, et ça s'est fait assez rapidement, qu'il fallait stocker ces données, il fallait qu'effectivement ces données puissent être massives et produites massivement. Ça a été le cas des réseaux sociaux, qui permettent par ce biais-là évidemment d'engranger, et le cas des téléphones mobiles, on en parlait tout à l'heure, capables d'avoir des communications rapides avec une possibilité, avec la 4G augmentée, ça sera encore plus le cas avec la 5G, de façon à produire ces datas en de très grandes quantités. Parce que l'intelligence artificielle derrière doit travailler effectivement sur une donnée extrêmement fertile, étendue et massive. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme, en termes de sécurité par rapport justement à ces datas, ces protections de data ? Alors, il y a deux façons de voir les choses. Ou du point de vue des GAFAM eux-mêmes, qui les protègent effectivement et qui le font de manière extrêmement précise, puisqu'ils ont par ailleurs aussi la gestion de certains data centers en lien avec la sécurité nationale américaine. Chacun ayant d'ailleurs contracté dans cette affaire par le biais de Small Business Act, c'est-à-dire finalement des contrats qui leur sont véritablement réservés entre eux. Généralement, ce sont des batailles entre Microsoft, Amazon, Google, pour remporter tel ou tel marché. La protection, évidemment, est une évidence pour eux, par des procédés de chiffrement, par exemple, des procédés de distribution, le fait de remédier en cas de destruction d'un data center à cela par le fait de dupliquer les informations dans d'autres data centers de manière tournoyante et distribuée. Ça leur permet effectivement de s'assurer
qu'en cas de crash énergétique, de tremblement de terre, d'actions terroristes, ou simplement de dégradation due à un incendie, on parle à OVH qui a récemment eu ce problème-là, il faut pouvoir remédier parce que les datas contenues à l'intérieur sont des datas qui appartiennent en fait à des entreprises, à des groupements, à des consortiums. Et puis il y a la sécurité informatique, cette fois-ci, de nos datas personnelles, et qui de toute façon sont aspirées d'une manière ou d'une autre et se retrouvent parfois stockées dans ces bases-là. Alors avant qu'effectivement des accords en lien avec le Cloud Act, le Privacy Shield et le RGPD n'obligent les entreprises américaines à ne pas prendre tout ou partie de certaines de nos datas, mais quoi qu'il advienne, et je vous renverrai à l'Executive Order, le dernier qu'a signé Donald Trump, qui au moment où on se parle n'a toujours pas été abrogé par le nouveau président Joe Biden, qui impliquait le fait qu'il demandait expressément à toutes les entreprises américaines de stockage de data de d'aspirer ces datas-là, européennes y compris, pour lutter contre le blanchiment d'argent, pour lutter contre le terrorisme ou pour lutter contre les malversations potentielles à l'avenir. Et nous, en tant qu'entreprise, citoyens, étrangers par rapport aux États-Unis, est-ce qu'on est actuellement protégé de... Non, on se fait complètement piller. Voilà, il faut être très clair, quelles que soient les affaires en cours, si vous préférez, et les datas que nous avons déjà générées jusqu'à maintenant, en tout cas au moment où nous nous parlons, sur nos vies, ont été déjà aspirées, sont stockées quelque part. Alors elles le sont dans plusieurs buts. Effectivement, parfois pour de la publicité du commerce, la plupart du temps, et parfois effectivement peuvent intéresser dès lors que vous êtes une personnalité particulière agissant dans un milieu particulier, on peut tout à fait vous cibler, non pas pour vous défaire, mais tout simplement pour savoir effectivement quelles sont vos relations, quelles sont vos étendues relationnelles au réseau, et vous screener quelque part, vous cartographier. En termes de sécurité, que ce soit de sécurité nationale, sécurité publique et sécurité privée, c'est quoi les risques inhérents justement à cette captation sous-traitance ? Alors cette captation pose problème puisque par le fait que ces GAFA soient tenus à la législation sur la sécurité nationale, dès lors qu'on leur demanderait de retirer de la data ou de capter de la data qu'ils ont pu, je dirais, stocker sur une personnalité, une entreprise, etc., ils sont obligés de le faire. Et ils ne sont même pas d'ailleurs tenus de le faire savoir aux gens visés, si vous préférez. Sauf dans des cas très précis qui sont des enquêtes judiciaires sur lesquelles des demandes sont faites. Mais tout ce qui est déjà stocké d'ores et déjà peut être utilisé de façon très claire. Donc le risque, il est quoi ? C'est que sur les entreprises privées, par exemple, ils peuvent parfaitement disposer d'informations. C'est de l'espionnage, quelque part. Exactement, et qui peuvent être mises à profit dans le cadre, effectivement, d'un cluster ou d'une task force entre entreprises américaines et leurs agences de sécurité nationale, pour ne pas nommer les centrales du renseignement. Ça a d'ailleurs été fait d'ores et déjà sous Clinton à l'époque, pour effectivement renseigner les entreprises américaines sur les contrats internationaux, de façon à leur donner des billes, si j'ose dire, contre les entreprises concurrentes, allemandes, françaises, etc. Les affaires Snowden nous l'ont démontré, les documents récupérés par Mining Snowden nous ont démontré qu'effectivement c'était le cas, et puis on le sait parce qu'effectivement on sait très bien que cette affaire a fait intervenir, si j'ose dire, des actions très agressives, très offensives, très intrusives, pour effectivement s'arroger certains marchés et avoir la main sur ces marchés-là avant les Européens, la France en particulier aussi. Est-ce qu'on va pouvoir inverser la tendance, la pression ? Est-ce qu'il existe d'autres technologies souveraines qui sont capables de repousser justement les GAFAM, sur ce terrain-là en tout cas ? Sur ce terrain-là, il existe des choses qui commencent à devenir intéressantes. On parle toujours du cloud souverain, etc. Je pense que la bataille est d'ores et déjà perdue, elle l'était presque dès le départ. Il faut arrêter, alors c'est très bien si les entreprises peuvent croître là-dessus, effectivement faire leur chemin, mais les technologies utilisées sont de toute façon des technologies qui à un moment ou à un autre sont issues des GAFAM eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait les briques technologiques que certains utilisent pour pouvoir monter tout cela a un lien, une promiscuité avec de la techno et des briques de technologie américaines. Donc de toute façon, on se fera avoir sur ce domaine. Non, il existe d'autres choses. Ça consiste tout simplement à utiliser des technologies capables de commoditiser la data. C'est-à-dire commoditiser ? C'est-à-dire en fait hacker le dispositif mis en place pour effectivement maîtriser la data que l'on dépose dans leur soute, dans leurs grandes armoiries, si j'ose dire. Et donc, en l'occurrence, il suffirait de faire un cloud qui soit un cloud chiffré, évidemment, distribué, virtualisé. Et ça consiste effectivement, si je prends la métaphore du garde-meuble, ça consiste par exemple à prendre le fauteuil Voltaire que vous voulez stocker, à le diviser par tranches, à le faire tourner par ces tranches chez différents stockages, exactement.
Si éventuellement... Mais donc en France, par exemple Par exemple, mais ailleurs, vous pouvez quasiment le retransmettre à des gens qui ne seraient pas vos amis, voire même des gens qui seraient presque vos ennemis. Mais ils auraient chacun une petite partie. Qui tourneraient en permanence, plus. qui tourneraient et qui seraient chiffrés, voire doublement chiffrés. Donc imaginez que quelqu'un veuille voir ce qui se passe, il trouverait quelque chose qui tourne en permanence, ne comprendrait pas le sens de ce qui est stocké, parce que l'intérêt, ce n'est pas tellement la data en tant que telle, c'est le sens de la data, c'est sa maîtrise. Donc d'avoir une véritable gouvernance sur cette affaire et de pouvoir commoditiser, si j'ose dire, les GAFAM, c'est-à-dire les ramener à leur partie congrue et donc hacker leur dispositif en étant certain que même avec les technologies à venir, en particulier tout ce qui touche au quantique, le jeu n'en vaudrait pas la chandelle. La puissance de calcul pour savoir effectivement ce qu'il arrive serait tellement incroyable et gigantesque, abyssale, que le jeu n'en vaudrait plus la chandelle. Et là, à ce moment-là, on reprend la main sur nos affaires. Donc, finalement, arriver à gouverner de façon plus intelligente nos données... Tout à fait. Est-ce que c'est quelque chose qui se met déjà en place ? Oui, il y a des technologies qui arrivent. Je suis bien placé pour savoir que les technologies françaises sont donc d'ores et déjà présentes, justement sur des opérateurs ayant trait à une très grande connaissance de leur part sur les volumes, en particulier de traitement, ce qu'on appelle désiloter de la data. Et vous avez aussi la capacité dans ce cas-là, et l'entreprise dont je parle, et on en parlera peut-être à l'occasion d'une autre fois, est en capacité, par exemple, de faire que toutes les datas qui ne sont pas codées de la même façon, si vous préférez, qui ne correspondent, si je veux être un peu caricatural, mais qui ne sont pas organisées de la même façon, peuvent être désilotées, mises et préparées en homogénéité. Elles sont hétérogènes au départ, elles deviennent homogènes et peuvent discuter entre elles. D'où l'avantage de sortir de ces silos où certaines datas qui sont chiffrées, constituées sous des angles improbables, ne peuvent plus communiquer. Là, vous démultipliez ces effets-là et vous sortez effectivement des métadonnées. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'une métadonnée, pour être assez rapide? Vous avez une température sur un thermostat électronique. Cette température indique un chiffre, 16,5 degrés. Mais ce chiffre doit être contextualisé. 16,5 degrés où, sur quelle latitude, dans quel bâtiment, à quelle époque de l'année, éventuellement avec quel type de thermostat, qui a été plus ou moins révisé ou pas. Toutes ces informations-là sont contenues dans la data même. Et c'est ce qui crée l'importance et ce qui crée la valeur contextuelle, ce qu'on appelle la métadonnée. Et ça, c'est très très important de les protéger. Sachant que si vous n'avez pas une vraie gouvernance, vous transmettez à une société pour désiloter vos datas. Si vous n'avez pas une vraie gouvernance là-dessus, vous pouvez très très bien transmettre sans le savoir finalement vos chiffres d'affaires, le fait de savoir si vos agences ou pas sont beaucoup plus, si j'ose dire, qualifiées et efficaces à tel ou tel endroit, et on peut même voir qu'il peut y avoir des problématiques de gestion et de fraude simplement en lisant ces métadonnées, en les ramenant à une information précise et constituée. Des entreprises le font déjà ? Oui. Oui, tout à fait. Et les expériences montrent que même les grandes entreprises concurrentes américaines, pour le coup, ne sont pas au niveau. C'est-à-dire que, grosso modo, beaucoup de fantasmes existent sur des entreprises américaines, je n'ai pas envie de la citer, mais très connue, qui est censée être la spécialiste dans le domaine en matière de gestion de l'intelligence artificielle. Or, quand vous êtes véritablement spécialiste en intelligence artificielle, pas besoin d'avoir 3000 data scientists. Une petite dizaine ou une petite trentaine suffit. L'important, c'est de créer de la distribution, certes, mais c'est d'avoir des processus automatisés, d'avoir des modèles automatisés qui sont capables de pouvoir déployer en fait cette IA véritable pour ensuite capter un maximum de data, les préparer, les organiser, les désiloter et les rendre homogènes, quelle que soit d'ailleurs la nature même de cette data. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, et en temps réel, et de manière automatisée, vous faites ça manuellement, et évidemment le temps de traitement sur des thématiques peut être très long. J'imagine que le soutien de l'État dans ces process est extrêmement important. Est-ce que l'État français a réalisé qu'il fallait épauler Je pense qu'ils commencent à le réaliser, malheureusement seulement. Il va falloir du temps parce que le financement, à mon avis, n'arrivera pas comme ça. Ces entreprises-là sont vraiment des entreprises établies, donc elles connaissent déjà ces process-là et sont déjà rentables, d'ores et déjà. Mais si vous préférez, ce qu'on peut en tirer en termes de sécurité nationale pour la France, de préservation de nos intérêts, est énorme. Et plutôt que de transmettre ça à des Américains, parce que je vous dis encore une fois, on aime bien retransmettre ça au plus fort, considérant que c'est sexy, trendy, de retransmettre ça à ces entreprises, on ferait bien de se pencher peut-être sur des technologies existantes. Je pense que ce n'est pas fait par manque de curiosité, par manque de compétences. Beaucoup de gens parlent sans connaître, on en parlait récemment encore, et malheureusement, il faut identifier ces acteurs-là, et quand ils sont identifiés, il faut les mettre à profit. Exactement ce qu'ont fait les Américains. Exactement, au départ. Voilà, au départ, en étant beaucoup plus capables que nous de repérer les pépites,
de polliniser et puis, si j'ose dire, d'entourer ses talents et de les financer par ailleurs. On recevra une pépite justement, puisqu'on clôturera cette matinée avec Tetris, hein, qui est peut-être le porte-drapeau pour essayer de faire face aux GAFAM. Un truc qui est important, c'est la maîtrise de l'information, qui peut avoir un impact sur la sécurité nationale, publique, privée. Cette guerre de l'information, vous appelez ça l'économie de l'attention, l'action sur les perceptions, les brokers de données, et la diffusion de ces fameux fake news, quand même à le dire Trump, de fausses nouvelles. Est-ce que finalement, les GAFAM sont des déstabilisateurs sociétaux, et volontaires ou involontaires ? Et ils le sont volontairement et involontairement. Volontairement, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Involontairement, pourquoi ? Parce que vous captez énormément d'attention, c'est leur modèle économique, dès lors que vous créez de la polémique. À partir du moment où vous créez de la polémique, il faut effectivement que ces polémiques puissent enfler. Pourquoi ? Vous créez du flux. Si vous créez du flux, de l'échange. Dans ce flux, vous pouvez effectivement capter les attentions des personnalités, des gens qui viennent au contact. Et ensuite, évidemment, vous pouvez tirer de cela des informations que vous pouvez revendre à des brokers de data. Parce que dans les échanges entre internautes, il y a des informations qu'on peut utiliser. Donc le fait d'avoir des informations polémiques, et on sait que les informations polémiques, on sait que les actions sur les perceptions en matière de déstabilisation par l'agressivité, par la rancœur, etc., fonctionnent beaucoup mieux. Des études ont été faites à ce propos, en matière de campagne électorale, en matière d'échange. Donc en toute logique, leur modèle économique oblige à cette déstabilisation. Le problème, c'est que derrière, vous avez toutes sortes d'informations qui vont être utilisées à contrario pour pouvoir déstabiliser un pays, un gouvernement, des candidats, des politiques, une ambiance sociale, éventuellement pour attiser, si j'ose dire, les haines, et vous pouvez le faire de l'extérieur. La deuxième chose, c'est que vous pouvez le faire tout à fait sciemment. Je prendrai un exemple très précis, ça a été rapporté dans la presse. Les opérations spéciales françaises utilisaient, dans le cadre des actions extérieures, une manière de contrecarrer la propagande djihadiste sur les terrains conflictuels, par exemple au Mali, utilisant bien évidemment les réseaux sociaux, à commencer par l'un d'entre eux, Facebook. Et un jour, Facebook a coupé tous les profils certainement de personnalités travaillant pour nos intérêts stratégiques sur place, de façon à couper court à la propagande djihadiste censée déstabiliser les populations contre l'occupant français, si j'ose dire. Et sans crier gare. Aucun appel n'a été fait préalablement, on n'a pas expliqué que, écoutez, voilà, on a repéré un tel, est-ce que c'est bien la France qui agit ? Donc là, on a coupé tout simplement le robinet, si j'ose dire, à symbole, à information, coupant donc court à une opération qui était une opération plutôt vertueuse de maintien de la paix et puis surtout d'endiguement de la propagande. Voilà, une action très très concrète qui a été faite par Facebook. Est-ce qu'on va finalement pouvoir un jour aller vers la reconnaissance de la responsabilité des GAFAM, donc en termes juridiques ? La responsabilité des GAFAM, en tout cas... On a l'impression que là, ils sont dans la jungle, ils font ce qu'ils veulent. Quoi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas oublier une première chose que les gens savent peu, mais Internet est une société de droit américain californien. Elle n'entre même pas dans les traités internationaux. Deuxième chose, c'est que ces entreprises américaines sont toutes de droit américain. Donc, d'une certaine façon, se coordonnent sur des lois américaines et agissent en fonction des amendements américains, par exemple, sur la liberté d'expression. Ce qui veut dire qu'en fait, leur manière de procéder et d'ouvrir la parole, par exemple, à des paroles déstabilisatrices, racistes, xénophobes et j'en passe, est permis dans le droit américain, ce qui n'est pas du tout le cas chez nous, et de la même manière. Donc, d'une certaine façon, on doit pouvoir se protéger de cela en expliquant qu'on a des écosystèmes nous-mêmes qui ne sont pas les mêmes qu'eux, en termes culturels. Et malheureusement, ces entreprises véhiculent également, on vient d'en parler, la culture, qui n'est pas une culture européenne, une culture française, mais une culture américaine. Et donc implémentent dans l'esprit des plus jeunes générations, par exemple, des choses qui ne sont en principe pas censées avoir lieu chez nous. D'où ces interactions compliquées, d'où le fait de ces comment dirais-je, de ces rebonds sur des affaires de complotisme, de fausses nouvelles. Et ils utilisent parfois, pour conserver en fait cette audience-là, des manipulations assez intéressantes en matière je dirais de programmation, ce qu'on appelle des dark patterns, c'est-à-dire en fait des éléments qui font que si vous voulez vous dévalider d'un réseau social ou si vous voulez sortir d'un écosystème à l'intérieur d'une application ou à l'intérieur d'un site, eh bien il vous sera très compliqué d'y parvenir parce que vous devez jongler. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, ayant même écopé lui d'une dark pattern personnelle, c'est-à-dire en fait d'une unité de design des process et en particulier de ces sites, capable de retenir un peu plus
que ne le ferait lui-même l'internaute s'il devait être en main de ses propres affaires. Voilà. Donc ce sont des empiégeages. Axons-nous sur le côté militaire, la militarisation des GAFAM, avec leurs actions délétères dans des enjeux stratégiques entre nations, en guerre économique, entre autres, leur accointance avec les enjeux de prédominance américaine. Est-ce qu'il y a un but précis et jusqu'où ça peut aller ? Sur des buts de prévalence sur les terrains extérieurs, évidemment. Ce sont des buts qui consistent à pouvoir capter de l'information et la mettre en coupe réglée pour des opérations, pour mener des opérations. Ça permet effectivement de visualiser des écosystèmes, ça permet de les déstabiliser également. Ça permet de capter en fait toute information. La NSA ayant été créée à l'époque en 1947, avec cette obligation de capter tout ce qui existe dans le spectre électromagnétique. Vaste programme. Ça ne les a pas beaucoup aidés en Afghanistan. Ça ne les a pas beaucoup aidés en Afghanistan. Par contre, ça les aide sur le terrain économique parce que je pense que beaucoup d'entreprises qui ont été déstabilisées, je pense aux entreprises françaises, on pensait à Alstom, à Alcatel-Lucent, etc., dont on sait par les déclarations qu'ont pu faire Edward Snowden ou des documents qui ont fuité, qu'elles ont été écoutées, qu'elles ont été observées. Et ces informations-là sont des informations qui se font effectivement au nez à la barbe des autorités. Alors même si maintenant nous avons des contre-mesures et des moyens d'opérer et de regarder, néanmoins les informations fuitées et l'extraterritorialité du droit américain, en particulier sur la justice, permet effectivement de mettre à l'amende en droit américain, si vous préférez, les entreprises internationales qui ne sont pas de droit américain, de les empêcher, de les endiguer. On l'a vu dans certains cas, et certains ont payé de peine de prison le fait d'avoir été soupçonnés d'avoir dérogé de ces affaires-là. Oui, complètement. Et ensuite, vous parlez entre autres de l'affaire Alstom. Tout à fait. Avec en plus, si j'ose dire, une forme de prise d'otage d'un individu qui était... qui n'était pas en plus au sommet de la... Tout à fait. On parle de la même Parce personne. que la volonté, exactement, la volonté, je suppose, en face, était de pouvoir s'accaparer l'entreprise, de pouvoir la récupérer et de montrer à son staff dirigeant qu'on avait fait l'exemple avec cette personne. On peut le citer. Frédéric Pierucci. Voilà, qui a écrit Le piège américain. Tout à fait. Que je vous recommande, c'est absolument passionnant. C'est digne d'un film de Spielberg. Tout à fait. Et ces des choses-là paraissaient être de la science-fiction pour beaucoup avant que ça ne se produise, avant que ça n'arrive. Maintenant que c'est arrivé, effectivement, on sent toute la puissance qui va derrière, la puissance de captation, de traitement de la donnée et de mise en coupe réglée, effectivement, à des fins politico-diplomatiques, militaires ou de guerre économique. Il nous reste 2 minutes, ça passe très vite, mais parce que c'est passionnant, c'est pour ça que ça passe vite. Quand c'est chiant, c'est long. 2 questions. GAFAM contre BATX, c'est-à-dire Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, donc les Chinois. Est-ce que c'est un combat de titans, de la Chine contre les États-Unis? Est-ce que quelque part l'Europe va pouvoir s'immiscer dans ce combat? Alors l'Europe pourra difficilement s'immiscer parce qu'effectivement la taille critique pour obtenir des organisations telles que les GAFAM ou les BATX n'a jamais été le fort en matière de financement, de coordination des pays européens. Pourquoi la Chine peut le faire? Parce que la Chine a finalement fait rentrer uniquement par un point d'accès, qui était Hong Kong, les dorsales, les fameux câbles, pour pouvoir faire entrer sur son territoire Internet. Donc elle peut boucler littéralement son dispositif parce qu'elle a eu l'intelligence, entre guillemets, stratégique de couper cela très facilement et donc de se faire presque un intranet à elle. Ce qui n'était pas le cas de la Russie, puisque finalement, après la chute du mur et la chute du communisme, les Russes se sont équipés et beaucoup de points d'accès sont arrivés. Donc ils n'ont pas eux-mêmes de champions internationaux tels que sont les GAFAM ou les BATX. Combat titan, oui et non, parce que chacun œuvre dans son écosystème, chacun veut avoir une prévalence sur la perception qu'a le monde de sa propre posture, mais évidemment, les Chinois vont d'ores et déjà utiliser le soft power, vont utiliser les mêmes thématiques, les mêmes affaires, les mêmes modalités pour pouvoir y parvenir d'une manière ou d'une autre. De toute façon, je crois que Xi Jinping expliquait que à hauteur de 2050, il faudrait que la Chine soit le leader mondial de l'intelligence artificielle. Et qui a l'intelligence artificielle, elle dirige le monde. Donc tout est fait en conséquence, on le voit, et loin d'être cette espèce de fabrique d'usine du monde, la Chine maintenant est plus que créatrice et plus qu'en innovation là-dessus, surtout sur le quantique, et a décidé d'ores et déjà d'être leader au niveau mondial. Et donc de défaire les États-Unis, c'est l'objectif. En une phrase, pour conclure, les GAFAM, alliés ou adversaires finalement? Les deux. Les deux. Dans les deux cas. Vous avez des briques technologiques intéressantes, alliés dans ce cas-là, parce que vous pouvez les utiliser, adversaires, parce qu'ils ne font pas forcément notre bonheur et encore moins ceux de nos populations et de nos enfants. C'est sûr, ça seront peut-être nos alliés demain face à la Chine. Voilà. Merci beaucoup Franck de Cloquement. Merci. Le temps d'un café et d'un jus d'orange pour vous. On se retrouve dans quelques minutes, 11h05 très exactement, pour un keynote Big Data et IA raisonnée, justement une éthique à construire, avec le colonel Patrick Perrault, coordinateur pour l'IA chargé au sein de la Gendarmerie nationale. Voilà, à tout de suite.